Le studio de la RTF à Paris sentait le tabac froid et la poussière des projecteurs surchauffés. C'était le 15 juin 1960, et dans les coulisses du programme L'école des vedettes, un adolescent de 17 ans serrait si fort sa guitare que ses jointures étaient redevenues nappes blanches. Il s'appelait Jean-Philippe Smet, mais ce soir-là, pour la première fois devant les caméras, il allait devenir Johnny Hallyday. Personne dans ce studio ne pouvait imaginer que les 3 prochaines minutes allaient beaucoup non seulement changer la vie de ce garçon, mais transformer à jamais le paysage musical français. Aimée Mortimer, la présentatrice de l'émission, parcourait ses fiches avec l'ennui caractéristique de quelqu'un qui avait vu défiler des centaines de jeunes talents sans jamais être véritablement surprise. Elle avait présenté des chanteurs de variété, des accordéonistes, des imitateurs de Tino Rossi, tous ces artistes propres qui correspondaient au goût de la France d'après-guerre. Ce soir, elle s'attendait à la même chose. Un jeune homme poli qui chanterait une chanson d'amour convenable, remercierait le public avec déférence et disparaîtrait dans l'oubli comme tant d'autres avant lui. Dans les coulisses, Jean-Philippe respirait avec difficulté. Sa cousine Desta l'avait accompagné jusqu'aux portes du studio, mais elle n'avait pas pu entrer. Il était seul maintenant, entouré de techniciens indifférents et de câbles qui serpentaient sur le sol comme des veines noires. Il repensait au chemin qu'il avait mené jusqu'ici, à toutes ces années de galères, de doutes, de faim parfois. Il repensait à sa mère Huguette qu'il avait confiée à sa tante Hélène quand il n'avait que quelques mois, à cette enfance passée entre les tournées de music-hall et les chambres d'hôtel miteuses. Il repensait à la première fois qu'il avait entendu Elvis Presley à la radio et comment cette voix venue d'Amérique avait fait exploser quelque chose dans sa poitrine. Lee Hallyday, son père adoptif, lui avait appris les rudiments de la scène. Cet artiste américain qui avait épousé sa tante Hélène l'avait emmené dans les coulisses des cabarets, lui avait montré comment tenir un micro, comment bouger sur scène, comment capturer l'attention d'une salle. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce moment précis. La télévision était un monstre différent. Des millions de personnes allaient le regarder simultanément, juger chaque geste, chaque note, chaque expression de son visage. Une seule erreur et sa carrière serait terminée avant même d'avoir commencé. Un assistant de production s'approcha de lui avec un air pressé. « 2 minutes », lui dit-il sans même le regarder dans les yeux. Jean-Philippe hocha la tête mécaniquement. Il sentait la sueur couler le long de son dos, trempant sa chemise. Il avait choisi de porter une tenue qui aurait fait scandale dans n'importe quel salon bourgeois de l'époque. Un pantalon serré, une chemise à moitié ouverte, des chaussures pointues. Il ressemblait à ces voyous américains que les parents français montraient du doigt avec désapprobation. C'était exactement l'effet recherché. La musique du générique de l'émission résonna dans le studio. Les projecteurs s'allumèrent avec une intensité aveuglante. Aimée Mortimer prit place derrière son pupitre, avec le sourire professionnel qu'elle avait perfectionné au fil des années. Elle présenta l'émission, parla des talents qui allaient se produire ce soir, et finalement prononça ce nom qui allait devenir légendaire. Et maintenant, mesdames et messieurs, accueillons un jeune chanteur qui nous vient de Paris, Johnny Hallyday. Jean-Philippe marcha vers la scène comme un condamné vers l'échafaud. Ses jambes tremblaient, mais il força son corps à avancer avec assurance. Il avait répété ce moment des centaines de fois dans sa tête, dans sa chambre minuscule, devant le miroir fêlé de la salle de bain. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il allait donner à la France quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Les premières notes de sa chanson résonnèrent. C'était « Laisse les filles », une adaptation française d'un titre américain. Dès les premières secondes, quelque chose d'électrique traversa le studio. Jean-Philippe ne chantait pas comme les autres. Il ne restait pas sagement planté devant le micro comme le faisaient tous les chanteurs de variété française. Il bougeait, il ondulait des hanches. Il secouait la tête avec une énergie sauvage qui faisait voler ses cheveux dans tous les sens. Il agrippait le pied du micro comme s'il voulait l'arracher du sol. Il criait plus qu'il ne chantait, avec une rage et une passion que la télévision française n'avait jamais diffusée. Dans la régie, les techniciens échangèrent des regards stupéfaits. Le réalisateur faillit renverser son café. Personne ne savait comment réagir. Devait-il couper la diffusion? Était-ce une erreur? Ce garçon était-il en train de faire une crise de nerfs en direct? Les caméras continuèrent de tourner, captant chaque mouvement de ce corps adolescent, qui semblait possédé par une force invisible. Aimée Mortimer regardait la scène depuis son pupitre, la bouche légèrement entr'ouverte. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais jamais rien de semblable. Ce garçon ne respectait aucune des règles non écrites de la chanson française. Il ne souriait pas poliment au public. Il ne remerciait pas les musiciens avec humilité. Il était là, entièrement présent, entièrement vivant, entièrement dangereux. Il incarnait tout ce que la société française de 1960 essayait de réprimer chez sa jeunesse. Les 3 minutes de la chanson passèrent comme un éclair. Quand la dernière note s'évanouit,
Un silence étrange envahit le studio. Les quelques spectateurs présents ne savaient pas s'ils devaient applaudir ou appeler la police. Jean-Philippe resta immobile un instant, haletant, couvert de sueur, ses yeux brillant d'une lumière presque fiévreuse. Puis il regarda directement la caméra, et dans ce regard, des millions de téléspectateurs virent quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Ils virent l'avenir. Aimée Mortimer devait enchaîner avec ses commentaires habituels. Elle devait remercier le jeune artiste, faire une transition élégante vers le prochain numéro, maintenir le flux professionnel de l'émission. Mais les mots ne venaient pas. Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Pendant plusieurs secondes qui parurent une éternité à l'antenne, elle resta sans voix. Finalement, elle réussit à articuler quelques mots. « Eh bien, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, c'était quelque chose. » Ce moment de silence, cette hésitation de la présentatrice, devint immédiatement légendaire. Les journaux du lendemain en parlèrent abondamment. Certains critiques furent horrifiés. Ils parlèrent de décadence, d'influence américaine néfaste, de corruption de la jeunesse. D'autres, plus rares, comprirent qu'ils venaient d'assister à une révolution. La France venait de découvrir le rock and roll, et elle ne serait plus jamais la même. Dans les jours qui suivirent cette apparition télévisée, la vie de Jean-Philippe bascula complètement. Les lettres commencèrent à affluer à la RTF, des milliers de lettres de jeunes gens qui avaient vu l'émission et qui voulaient en savoir qui était ce chanteur extraordinaire. Les maisons de disques, qu'il avait ignorées pendant des mois, se mirent soudainement à lui courir après. Vogue Records lui proposa un contrat. Son premier disque allait sortir quelques semaines plus tard. Mais avant cette gloire naissante, il y avait eu des années de lutte. Jean-Philippe avait grandi dans un monde instable, ballotté entre différents foyers, différentes villes, différents pays. Sa mère biologique, Huguette Claire, était une mannequin qui n'avait ni les moyens, ni peut-être l'envie de s'occuper d'un enfant. Son père, Léon Smet, était un artiste de cabaret belge qui avait disparu de sa vie avant même qu'il puisse former des souvenirs de lui. C'est Hélène Marr, la sœur d'Huguette, qu'il avait élevée avec son mari américain Lee Hallyday. Cette enfance chaotique avait forgé en lui une résilience extraordinaire. Il avait appris très tôt que rien n'était garanti, que la sécurité était une illusion, que seul le talent et la détermination pouvaient vous sauver. Il avait aussi développé une faim insatiable de reconnaissance, un besoin viscéral d'être vu, d'être aimé, d'être admiré. Cette faim allait devenir le moteur de toute sa carrière. À 14 ans, il avait commencé à se produire dans des petits cabarets parisiens. Il chantait des reprises de chansons américaines, essayant de reproduire les intonations d'Elvis, de Little Richard, de Chuck Berry. Les patrons de ces établissements le regardaient avec un mélange d'amusement et de perplexité. Ce gamin avait du talent, c'était indéniable, mais sa musique était trop étrange, trop agressive, trop américaine pour le public français de l'époque. Il avait rencontré des obstacles à chaque étape. Les directeurs artistiques lui disaient de chanter plus doucement, de bouger moins, de sourire davantage. Ils voulaient le transformer en un autre crooner bien élevé, un autre Sacha Distel ou Gilbert Bécaud. Mais Jean-Philippe refusait obstinément. Il savait ce qu'il voulait être, même si personne d'autre ne le comprenait encore. Il voulait être le Elvis français, celui qui apporterait cette musique sauvage et libératrice à toute une génération. Sa cousine Desta avait été son alliée la plus fidèle pendant ces années difficiles. Elle croyait en lui quand personne d'autre n'y croyait. Elle l'accompagnait aux auditions, l'encourageait après les refus, partageait avec lui les maigres repas qu'il pouvait vous s'offrir. Sans elle, il aurait peut-être abandonné. Sans elle, la France n'aurait peut-être jamais connu Johnny Hallyday. L'audition pour l'école des vedettes avait été obtenue par miracle. Un ami d'un ami connaissait quelqu'un qui travaillait à la RTF. Des semaines de démarches, de coups de téléphone, de lettres envoyées sans réponse avaient finalement abouti à cette opportunité unique. Jean-Philippe savait que c'était sa chance, peut-être la seule qu'il aurait jamais. Il ne pouvait pas la gâcher. La veille de l'émission, il n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à répéter sa chanson, à perfectionner chaque geste, chaque expression. Il avait étudié des vidéos d'Elvis, analysant la façon dont le King bougeait sur scène, comment il utilisait son corps comme un instrument supplémentaire. Il voulait capturer cette même énergie, cette même électricité, et la transmettre à travers l'écran de télévision. Le matin de l'émission, il s'était regardé dans le miroir pendant de longues minutes. Il avait vu un adolescent maigre, aux traits encore enfantins, aux cheveux qu'il avait soigneusement coiffés en arrière avec de la brillantine. Il s'était demandé si ce visage pouvait vraiment devenir celui d'une star. Il s'était demandé si la France était prête pour ce qu'il allait lui offrir. Puis il avait chassé ses doutes de son esprit. Le doute était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Après l'émission, quand les projecteurs s'éteignirent et que le studio se vida,
Jean-Philippe resta seul sur la scène pendant quelques minutes. Il tremblait encore, mais ce n'était plus de peur. C'était l'adrénaline, l'euphorie, la certitude absolue qu'il venait d'accomplir quelque chose d'important. Il ne savait pas encore à quel point sa vie allait changer, mais il sentait que rien ne serait plus jamais comme avant. Aimée Mortimer vint le trouver dans les coulisses. Elle avait retrouvé sa contenance professionnelle, mais quelque chose dans son regard avait changé. Elle le regarda avec un mélange de respect et de curiosité. « Vous êtes liés différents », lui dit-elle simplement. « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais vous êtes définitivement différents. » Jean-Philippe sourit. C'était le plus beau compliment qu'on lui ait jamais fait. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les propositions affluèrent de toutes parts. Les journalistes voulaient l'interviewer. Les photographes voulaient le prendre en photo. Les producteurs voulaient l'enregistrer. Jean-Philippe naviguait dans ce nouveau monde, avec un mélange d'excitation et de méfiance. Il avait trop souffert pour faire confiance facilement. Il savait que le succès pouvait être aussi éphémère qu'un feu de paille. Son premier disque, sorti à l'automne 1960, fut un succès immédiat. Les jeunes Français se l'arrachaient dans les magasins. Ils avaient enfin trouvé leur voix, leur représentant, leur héros. Johnny Hallyday n'était pas seulement un chanteur, il était un symbole. Il représentait la rébellion contre l'ordre établi, le refus des conventions, la liberté de vivre et d'aimer comme on l'entendait. Les adultes, bien sûr, étaient horrifiés. Les éditorialistes conservateurs dénonçaient cette musique de sauvage qui corrompait la jeunesse. Les parents interdisaient à leurs enfants d'écouter ces disques diaboliques. L'Église elle-même s'en mêla, certains prêtres allant jusqu'à comparer le rock'n'roll à une forme de possession démoniaque. Mais toute cette opposition ne faisait que renforcer l'attrait de Johnny auprès des jeunes. Il était devenu l'ennemi public numéro 1 des bien-pensants, et c'était exactement ce qu'il fallait. Les concerts commencèrent à s'enchaîner. D'abord dans des petites salles parisiennes, puis dans des théâtres plus grands, puis dans des stades. Partout où Johnny se produisait, c'était l'hystérie. Les filles hurlaient, pleuraient, s'évanouissaient. Les garçons essayaient d'imiter sa coiffure, sa démarche, son attitude. Une génération entière se reconnaissait en lui. Mais le succès apportait aussi son lot de complications. Jean-Philippe découvrait que le monde du show-business était impitoyable. Les managers voulaient contrôler chaque aspect de sa vie. Les maisons de disques voulaient lui imposer des chansons qu'il n'aimait pas. Les journalistes inventèrent des histoires sur sa vie privée. Il devait constamment se battre pour préserver son intégrité artistique, pour rester fidèle à la vision qu'il avait animée depuis le début. Il y eut des moments de doute, des moments où il se demandait si tout cela en valait la peine. Les tournées épuisantes, les nuits sans sommeil, la pression constante de devoir être parfait à chaque instant. Parfois, il repensait à ce garçon timide qui tremblait dans les coulisses de l'école des vedettes, et il avait du mal à croire que c'était lui. Il avait l'impression d'être devenu un personnage, une création, quelque chose de séparé de sa véritable identité. Mais chaque fois qu'il montait sur scène, tous ses doutes s'évanouissaient. Dès que les projecteurs s'allumaient, dès que la musique commençait, il redevenait vivant. Il retrouvait cette connexion électrique avec le public, cette communion presque mystique qui justifiait tous les sacrifices. C'était pour ces moments-là qu'il était né. C'était pour ces moments-là qu'il continuait. Les années 60 furent une décennie de triomphe pour Johnny Hallyday. Il enchaîna les tubes, les tournées, les apparitions télévisées. Il devint l'artiste français le plus populaire de sa génération, vendant des millions de disques, remplissant les plus grandes salles du pays. Il se maria, divorça, se remaria. Il vécut des passions tumultueuses qui alimentèrent les magazines à scandale. Il devint une légende vivante. Mais il n'oublia jamais ces 3 minutes qui avaient tout changé. Cette première apparition à la télévision restait gravée dans sa mémoire comme le moment fondateur de sa carrière. Il repensait souvent à Aimée Mortimer, à son silence stupéfait, à ces quelques secondes où le temps semblait s'être arrêté. Il repensait à la peur qu'il avait ressentie, à la certitude qu'il jouait son avenir sur un coup de dé. Il repensait à ce garçon de 17 ans qui avait osé être différent dans un monde qui exigeait la conformité. Des décennies plus tard, quand les journalistes lui demandèrent quel était le moment le plus important de sa carrière, il répondait toujours la même chose. Ce n'était pas le premier disque d'or, ni le premier Olympia, ni aucun des innombrables triomphes qui avaient suivi. C'était ces 3 minutes à l'école des vedettes, quand un adolescent inconnu avait fait taire une présentatrice chevronnée et avait annoncé au monde qu'une nouvelle ère commençait. La France de 1960 n'était pas prête pour Johnny Hallyday. Elle était encore engoncée dans ses traditions, ses conventions, ses certitudes d'après-guerre. Elle regardait l'Amérique avec un mélange de fascination et de méfiance, admirant sa modernité tout en craignant son influence. Et puis ce garçon était arrivé, avec sa guitare et son énergie sauvage.
et il avait forcé tout un pays à se regarder dans le miroir. Ce que Johnny avait apporté à la France dépassait largement la musique. Il avait apporté une attitude, une façon d'être, une permission de vivre pleinement. Il avait montré aux jeunes Français qu'ils pouvaient rêver grand, qu'ils pouvaient défier les attentes, qu'ils pouvaient créer leur propre chemin. Il avait été le premier, et tous ceux qui sont venus après lui, de Michel Polnareff à Téléphone, lui devaient quelque chose. Le silence d'Aimée Mortimer ce soir-là n'était pas seulement le silence d'une présentatrice déstabilisée. C'était le silence d'une époque qui prenait fin, le silence qui précède les grandes transformations. Dans ce silence, on pouvait entendre le craquement des vieilles certitudes, le frémissement d'un monde nouveau qui naissait. Johnny Hallyday n'avait pas seulement chanté une chanson, il avait ouvert une porte que personne ne pourrait jamais refermer. 60 ans plus tard, cette performance reste un moment charnière de l'histoire culturelle française. Les images en noir et blanc de ce jeune homme se déchaînant sur scène continuent de fasciner les nouvelles générations. Elles témoignent d'une époque où tout semblait possible, où un adolescent de la banlieue parisienne pouvait devenir une icône nationale en 3 minutes de télévision. Elles rappellent que les révolutions ne commencent pas toujours dans les rues ou les parlements. Parfois, elles commencent sur une scène de télévision, avec une guitare et un rêve impossible.